Cette remise en question qu'on est capable d'avoir, de se dire quelle est ma part de responsabilité dans n'importe quelle situation, n'importe quel conflit, je pense que c'est un enrichissement qui nous prépare aussi à la parentalité. On sait qu'aujourd'hui, quasiment tous les problèmes que les adultes rencontrent dans leur développement personnel ou dans leur vie intime, profonde, dépendent de ce qu'ils ont vécu enfant. Il y a des crises dans les familles, on ne peut pas l'ignorer. Une famille qui n'a pas de crise, c'est une famille que je ne connais pas. Bienvenue à l'émission de podcast Boulevard du judaïsme, le carrefour où les idées et les histoires se rencontrent. Vous y retrouverez des récits inspirants et des dialogues profonds qui célèbrent le judaïsme dans toute sa diversité. Aujourd'hui, on va parler d'éducation. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ? Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Donc je suis Rivka Sudry, accompagnante parentale, formatrice, conférencière. Évidemment, c'est un long chemin, donc j'ai été pendant longtemps enseignante. J'élève une grande famille, grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, je suis très très impliquée dans l'éducation et dans la formation des enseignants, et c'est pas par hasard que j'en suis arrivée là, venant moi-même d'une famille nombreuse, élevant également une famille nombreuse. Je peux dire que le déclic de tout ce chemin s'est passé lorsque j'étais simplement assise sur un banc au séminaire, sur une table d'élèves, et qu'une petite dame est rentrée dans notre classe et qu'elle a commencé à nous parler de relationnel avec les enfants. Donc moi, je pensais tout savoir, puisque je fais partie des aînés dans cette famille dans laquelle j'ai grandi. Et je me suis beaucoup occupée de mes petits frères et sœurs. Je pensais déjà connaître, donc je l'écoutais d'une oreille distraite. Et là, elle a démoli toutes mes convictions. Moi qui avais l'habitude de voir la relation avec l'enfant un peu comme... Un bon enseignant, c'est celui qui se fait obéir, en fait. Un bon parent, c'est celui qui sait faire soumettre toute la marmaille sur un coup d'œil. Là, d'un coup, j'entends parler de relationnel, j'entends parler d'accueil de l'émotion, j'entends parler d'accueillir l'autre tel qu'il est. Ça a été pour moi un bouleversement. Voilà, ça a été le déclic, en fait. Depuis ce fameux cours que j'ai suivi, il y a eu tout un cheminement qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui. Il faut que je te parle aussi du fait que je suis shloucha dans le 14e. Je suis déléguée Loubavitch dans le quartier de Paris 14e. Et cela fait à peu près 26 ans que je donne des cours de pensée juive. Et ça, c'est ma deuxième passion. Enfin, c'est ma première passion, en fait. C'est la pensée juive. Pourquoi c'est ma passion ? Parce que ça permet de vivre les choses avec intensité. Ça permet d'aller au fond des choses et de vraiment transmettre, non pas juste des connaissances, mais... le fond des choses. Et c'est un peu le lien que je peux faire entre ces deux casquettes que je possède. C'est-à-dire que on reste pas sur le superficiel, tu vois, dans l'éducation, il y a aussi souvent une attitude parentale qui veut que l'enfant montre qu'il est bien. C'est-à-dire qu'il fasse les choses pour faire les choses, mais pas qu'il y ait une vraie transformation à l'intérieur. Et c'est ça le lien que je fais, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la profondeur, on est vraiment dans le lien, on est moins dans le, qu'en dira-t-on, dans le superficiel. Donc en tout cas, en ce qui me concerne, ce sont deux choses qui s'imbriquent parfaitement. C'est magnifique. Magnifique. En tout cas, bravo pour ce magnifique parcours. Tu parles beaucoup de l'autorité bienveillante. Peut-être que tu peux nous donner un petit peu la place de l'autorité ici. Plus en plus, on essaye de mettre en avant, de donner de la place à l'enfant, de lui donner un petit peu du pouvoir, entre guillemets. Enfin, après, chacun comme il l'entend et comme il l'interprète. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ? J'aimerais faire une précision, c'est que les sujets sur lesquels je vais m'attarder ne touchent pas que les enfants en difficulté. C'est-à-dire que les outils que je propose aux parents, c'est des outils qui vont aider tous les parents. Alors bien entendu qu'un enfant qui vit des difficultés, ou j'ai envie de dire une famille ou des parents qui vivent une difficulté, vont en avoir d'autant plus besoin. Mais ce sont des outils déjà ce sont des bases en fait. C'est les bases de la communication bienveillante. C'est-à-dire que qu'on ait ou non des soucis avec un enfant, il y a des fondations à poser dans un relationnel. Un enfant, c'est une construction. Un enfant, c'est un futur. Et on sait aujourd'hui à quel point l'éducation va impacter la vie de ce futur adulte. On sait qu'aujourd'hui, quasiment tous les problèmes que les adultes rencontrent dans leur développement personnel ou dans leur vie intime, profonde, dépendent de ce qu'ils ont vécu enfant. D'où l'importance déjà de comprendre l'enjeu de mettre en place une communication bienveillante dans les familles. Ensuite, ce que je tiens à dire par rapport à cette notion d'enfant roi, etc.,
C'est pas mon problème majeur, l'enfant roi. On a tendance à lui mettre beaucoup sur le dos à cet enfant roi. En réalité, il n'y a d'enfant roi que si les parents en font un roi. Et en réalité, il y a un système à mettre en place dans une famille qui va faire qu'on n'est pas dans cette problématique d'enfant roi. D'accord ? Donc en fait, une des bases de un des principes de base que j'enseigne, c'est le fait de ne pas confondre bienveillance et laxisme. Et en fait, je pense que c'est à cet endroit-là que souvent l'éducation s'est fourvoyée. C'est-à-dire qu'effectivement, on est passé d'une éducation qui était très stricte, qui était basée sur la soumission, à une éducation dans laquelle l'enfant a des droits. Il suffit de voir au niveau juridique les droits de l'enfant. Et au niveau des familles, la loi a évolué également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à une époque où on n'a plus le droit de frapper un enfant. L'insulter, l'humilier aussi est interdit, sauf que c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Enfin, même frapper l'enfant, c'est difficile à contrôler ce qui se passe à l'intérieur des familles. Donc, l'enfant doit être élevé dans un certain respect. Et parfois, on n'a pas les clés pour mettre en place ce respect de l'enfant, mais qui doit aussi apprendre à respecter ses parents. D'où l'importance de former les parents. Parce qu'en fait, l'éducation par la soumission ne peut plus se faire aujourd'hui. Tout simplement parce qu'elle est interdite par la loi, mais même parce que ça ne fonctionne plus. Parce que les enfants savent qu'ils n'ont pas le droit on n'a pas le droit de les frapper. Et en même temps, est-ce qu'on a autre chose qui fonctionne ? Justement, c'est intéressant que tu apportes le mot soumission parce que moi, je parlais avec quelqu'un d'éducation récemment et qui m'a dit mais pour moi, mon enfant doit être soumis à moi. Je suis son parent, il doit m'obéir. Et ça m'a énormément travaillé, ce terme soumis, enfant soumis à ses parents. Moi, il y a quelque chose qui me gêne et justement, je me demandais comment peut-être définir la soumission et l'autorité. Quelle est la nuance entre les deux pour vraiment bien remettre les choses à leur place ? Ouais. Alors, tu trouveras des familles pour lesquelles le mot soumission, c'est une valeur sûre, et des familles pour lesquelles le mot soumission, c'est limite un gros mot. Ouais. Comment se placer dans tout ça, en réalité ? Il faut juste comprendre l'intérêt, ce qu'elles apportent. On est plutôt sur un système de causes et de conséquences. Quand on élève un enfant avec cette notion de soumission, la soumission, c'est quoi ? La soumission, c'est fais ce que je te dis. En gros, je suis ton parent, tu dois m'obéir. Alors, c'est évident qu'un enfant, quelque part, il est soumis à ses parents depuis petit et l'enfant prend très peu de décisions. Ses parents décident quasiment tout pour lui. C'est pas l'enfant qui va choisir dans quelle école il va, qu'est-ce qu'on achète pour les courses, sauf de temps en temps, on va vouloir lui faire plaisir. Donc, il n'y a pas de question sur le fait que c'est le parent qui doit driver la maison. Il n'y a pas de question là-dessus. Maintenant, si tout le système, parce qu'en fait, on est sur un système, si tout le système de la maison est basé sur la soumission, l'enfant, qu'est-ce qu'il apprend, en fait ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de la même façon que quand on parle français, l'enfant, il apprend à parler français. Quand vous parlez le langage soumission, c'est le langage que l'enfant apprend. Donc finalement, l'enfant, ce qu'il enregistre, c'est que l'adulte étant plus fort ou ayant le contrôle, etc. Donc c'est celui c'est celui qui contrôle, donc il faut lui obéir. Une fois que l'enfant il est dans ce système, il a compris que c'est le plus fort qui domine. Le jour où ce même enfant se trouve dans une posture où il peut être dominant, par exemple dans la cour de récréation, qu'est-ce qu'il va mettre en place comme système avec ses copains ou avec les plus faibles, avec les plus jeunes ? Il va se faire obéir. Et du coup, vous allez retrouver dans les classes les petits, entre guillemets, cancres qui drive, qui veulent diriger, les petits dominateurs, les petits meneurs, et qui ne se calment, qui ne se tassent que lorsqu'ils ont en face d'eux un plus fort qu'eux. Donc je pense que c'est un petit peu ça qu'il faut prendre conscience. Et c'est d'ailleurs ce que je fais avec les parents, c'est pas de leur dire ça c'est bien, ça c'est mauvais. D'ailleurs, je fais très attention à ne pas les amener vers la culpabilité. L'idée, c'est pas de se dire je fais pas bien, etc. Mais c'est juste de prendre conscience qu'à partir du moment où un système se met en place, et surtout ce qui est très important dans l'éducation, c'est pas tellement ce qu'on fait une fois ou deux fois, c'est ce qu'on fait de façon très régulière. Si un enfant il apprend qu'il est respecté, qu'il a le droit d'avoir des émotions, qu'il a le droit d'avoir des idées, des avis. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on respecte le fait qu'il ait un avis que ça veut dire que c'est son avis qui domine la maison. Il faut bien savoir mettre les lignes aux bons endroits. L'enfant est respecté dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il pense. Il est accueilli. Dans ce cas-là, l'enfant, ce qu'il retient, c'est qu'il doit être respecté. Lorsqu'il va grandir et qu'il va rencontrer des personnes qui vont essayer
de l'amoindrir, de ne pas le respecter, par exemple plus tard dans sa vie de couple, il ne l'acceptera pas parce qu'il a enregistré qu'il est respecté. Donc pour moi, la problématique, c'est pas tellement l'enfant roi, la soumission, c'est beaucoup plus un système qu'on met en place. Et dans ce système, il y a effectivement un rapport d'autorité. Le parent, c'est l'autorité, mais après, quelle autorité ? Là est toute la question. Parce qu'il y a l'autorité basée sur la soumission, il y a l'autorité basée sur le cadre. Faire respecter un cadre. Le cadre, on y vient justement. Pourquoi l'enfant a tellement besoin d'un cadre ? Le cadre, c'est une bonne préparation à la vie adulte. Le cadre, c'est quoi ? C'est savoir qu'il y a des règles. Ces règles, elles ne nous plaisent pas toujours. Elles sont souvent très frustrantes. Dans la vie adulte, nous avons aussi beaucoup de règles qui sont extrêmement frustrantes. Mais comme on vit en société, et comme on n'en a pas le choix, on vit pas seul, et puis il y a les autres, et il y a la population, et puis il y a le gouvernement, et puis il y a tout ça. Donc, on va se frustrer, et on va respecter ce cadre-là. Et un adulte, c'est ce qu'il vit au jour le jour. D'où l'idée que le cadre va finalement préparer l'enfant à la vie adulte, parce que le cadre, il nous permet de tenir compte de l'autre. Et puis, je ne fais pas toujours ce que je veux. Je suis obligée de respecter certaines règles, même quand elles ne me plaisent pas vraiment. Hein. Donc, à la fin de l'année, on doit tous faire nos déclarations d'impôts, qu'on veuille ou non, et payer nos impôts, qu'on le veuille ou non. Certains, ça ne leur plaît pas, mais ils le font quand même. Un enfant comprend que dans la famille, il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas dépasser. Et ces lignes rouges, ce n'est pas « je suis l'adulte, je t'impose de m'obéir ». C'est « il y a une ligne rouge ici, et cette ligne, elle est infranchissable ». Et en cas de franchissement, il y a des conséquences. Ces conséquences sont assez fortes pour être assez dissuasives. Et puis ce cadre-là doit comporter également du vert. Du vert, ça veut dire de la liberté. Parce qu'en fait, un cadre n'est là que pour offrir de la liberté et de la sécurité. C'est ça la notion même du cadre. Juste le cadre, on peut aussi appeler ça les limites. Oui. Les limites font appel uniquement à la restriction. Quand on parle de cadre, on a de la liberté, de la sécurité et effectivement de la restriction. Mais la restriction, elle n'est que sur une partie du cadre. C'est-à-dire le cadre, il va donner des limites positives aussi. Là, tu peux. Quand on dit à un enfant, ici, tu peux, il n'a pas l'impression qu'on lui interdit le monde, mais plutôt qu'on lui montre vers où il peut faire les choses. Jusqu'à telle heure, tu peux. Jusqu'à telle heure, tu peux jouer. Jusqu'à telle heure, tu peux rester chez ton copain. Dans telle partie du parc, tu peux jouer. Donc, le cadre n'est pas uniquement là pour interdire et frustrer. Il est aussi là pour donner les limites de ce qui est permis. Et guider, bien sûr. Oui, le mot guider, il est bien approprié. En tant que parent, on peut se poser la question... Dans la théorie, c'est super intéressant. Comme tu l'as dit, ça apporte énormément à l'enfant. Ça permet de le guider, ça permet de le rassurer parce qu'il se sent contenu, etc. Mais comment on fait quand en tant que parent, on est nous-mêmes plutôt, on va dire plutôt cool, on a plus de facilité à céder, on a du mal à mettre vraiment le cadre et à s'y tenir. Nous-mêmes, on a du mal parfois à se structurer, à respecter notre propre cadre. Comment, quand on est nous-mêmes de cette nature, on peut le mettre à l'enfant et de façon stable ? Ouais. Alors, la question est intéressante. Effectivement, dans l'éducation, on doit tenir compte de la nature du parent. Il y a certains adultes qui, naturellement, sont assez stricts, et certains adultes, naturellement, vont être extrêmement bienveillants. Attention à nouveau, parce que le mot bienveillance, ça peut parfois cacher du laxisme, c'est-à-dire la difficulté qu'on a à poser des limites. Et il faut savoir qu'aussi, il y a une posture qui est quand même plus sympa à avoir. C'est la posture du papa cool. Papa, maman, câlin, bisous, tout ça, c'est une posture qui est quand même chouette. Et la plupart des parents n'ont pas forcément envie de mettre les chaussures du strict qui vient mettre des limites et qui vient frustrer l'enfant. Ouais. Donc, en fonction de la nature du parent, en fonction de l'interaction qu'il a avec l'enfant, effectivement, certains parents ont plus de difficultés que d'autres à poser un cadre. Et puis, certains parents sont effectivement très stricts, mais ils ne réalisent pas que leur cadre, en fait, il est écrasant. Et qu'en fait, il y a un manque d'épanouissement auprès de l'enfant qui va, à nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir cette sensation, pour être aimé, il faut faire la volonté de l'autre. À nouveau, avec ce risque de croyance, de grandir, etc., avec cette croyance qui perdure. Du coup, c'est la raison pour laquelle la formation des parents, les ateliers que je propose,
vont leur donner des outils. Puisqu'en fait, ce que je fais, c'est outiller les parents. Outiller les parents, c'est leur montrer qu'en fait, il y a des choses qu'ils peuvent faire, mais simplement, ils n'avaient pas les bons outils, ils ne les connaissaient pas. Quand on connaît les bons outils, on peut les mettre en place. Peut-être ce sera plus simple pour certains d'utiliser certains outils et plus difficile d'utiliser d'autres outils, mais ce n'est pas pour ça que ces outils-là ne sont pas pour tout le monde. Tout le monde peut les utiliser. Il ne faut pas croire que l'autorité, on l'a ou on ne l'a pas. Moi, je ne crois pas du tout à cette maxime. Je pense que l'autorité, ça peut se travailler. Après, on a une nature qui reste la nôtre. Je tiens aussi à dire un point important. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je répète beaucoup aux parents. J'utilise une métaphore. Je dis, vous marchez bien avec 2 pieds. Vous avez bien 2 chaussures. À aucun moment, vous ne choisissez si vous marchez avec le pied droit ou si vous marchez avec le pied gauche. L'éducation, on dit que c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'on marche en même temps avec le chesed et la gvoura, c'est-à-dire avec la bonté et la rigueur, qu'on pourrait traduire par la bienveillance et l'autorité. C'est comme si vous faites un pas de droite, un pas gauche, un pas droite, un pas gauche. Vous n'avez pas besoin de choisir entre l'autorité et la bienveillance. Ça, c'est quelque chose que je suis souvent amenée à répéter parce que la fameuse question qui revient souvent, c'est « Alors vous êtes plutôt pour l'autorité ou pour la bienveillance ?» Et je dois répéter, vous n'avez pas besoin de choisir. Vous devez faire les 2 en même temps. C'est-à-dire, on peut tout à fait accueillir l'émotion d'un enfant et en même temps poser la limite. Certains parents pensent que si j'accueille l'émotion, donc je dois donner raison. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, tu es triste ? Alors si tu es triste, je vais te donner la chose qui va t'enlever ta tristesse. Là, on n'est plus dans de la bienveillance, on est dans du laxisme. Tu es triste, tu as le droit d'être triste et c'est normal d'être triste lorsque, par exemple, on doit quitter l'anniversaire ou lorsque les vacances se terminent. Et c'est tout. Quand l'enfant il entend ce genre de langage, il apprend qu'une émotion est normale. D'abord, normaliser l'émotion, c'est fondamental pour que l'enfant ne grandisse pas avec la culpabilité de l'émotion. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais surtout, pour qu'il apprenne le fait que les émotions, ça fait partie de la vie. Parce que les émotions, elles vont nous accompagner toute notre vie. Et pour pouvoir vivre en paix avec nos émotions, c'est important de ne pas les balayer par des solutions vite faites, vite trouvées, ou j'ai envie de dire, par des remplacements. Donc, tu veux pas quitter les vacances, d'accord, tu sais quoi, je vais t'acheter une glace, ou quelque chose qui va remplacer la frustration. C'est important de la vivre, l'émotion, pour qu'elle... Voilà, pour l'apprivoiser, pour savoir qu'elle n'est pas dangereuse, pour savoir qu'elle est notre amie, qu'elle est là pour nous donner un message. Elle a quelque chose à nous dire, cette émotion. Elle a envie de nous dire quoi ? Et c'est bien d'en parler avec l'enfant. Cette tristesse, c'est que les vacances étaient trop bien, on s'est beaucoup détendu, on a passé du temps en famille, c'était vraiment chouette. Oui, effectivement, c'était vraiment chouette. Et moi aussi, je suis triste quand je quitte les vacances. Et en fait, il faut savoir juste l'accueillir, cette émotion, et ne pas forcément la solutionner. Sauf situation où on peut solutionner, bien sûr, mais l'idée est là. L'idée est non pas de fuir ce qu'on vit, mais de vivre avec. J'adore la métaphore des 2 pieds pour marcher parce que c'est vrai que souvent on a l'impression d'avoir à choisir en fait quand on se retrouve en difficulté devant un enfant qui vit quelque chose d'important, une émotion forte, etc. Et on se dit à ce moment-là, quelle casquette je vais mettre ? Est-ce que je vais commencer à dire non, tu te tais, tu arrêtes de faire la crise, c'est pas le moment de pleurer, tais-toi, hein ? Ou est-ce que je vais maintenant dire oh qu'est-ce qui se passe, tu voulais ça, alors tiens. Et c'est vrai que les exemples que tu donnes, c'est intéressant puisque ça permet justement de dire voilà, jusque-là, voilà, comme souvent on peut chercher un peu en tant qu'adulte aussi, on cherche les limites. Nous aussi, ça nous donne un petit peu une ligne directrice de se dire quelle est la limite en tant que parent dans la bienveillance et à quel moment l'autorité prend le relais, à quel moment je dois remettre la casquette du bienveillant. Alors j'ai envie de dire c'est une gymnastique et pas toujours évident de trouver l'équilibre et c'est pour ça que c'est important de se former finalement pour avoir les outils, comme tu l'as dit, les bons outils pour bricoler entre guillemets et créer un cadre stable finalement qui va être bon pour les enfants puisque eux ça va les contenir, ça va leur permettre de se sentir bien, de se sentir guidés et pour les parents. Finalement aussi, ça va les rassurer de se dire voilà, on a su mettre un cadre, on peut contenir les parents, sentir que, alors j'ai envie de dire, on garde le contrôle, mais c'est pas ça. Enfin, je pense pas que ce soit le bon terme. Souvent, en fait, le fait de vouloir contrôler ses enfants, c'est pas bon non plus. Voilà, il y a toujours aussi cette nuance. Alors,
Si je peux t'interrompre, le mot contrôle ne me dérange pas à partir du moment où le parent contrôle son cadre. D'accord, donc contrôler son cadre, mais pas contrôler son enfant. C'est le rôle du parent de contrôler son cadre. C'est ça, c'est là la nuance. Voilà, c'est notre rôle de vérifier est-ce que le cadre est respecté pour la sécurité, pour la liberté et de poser des conséquences en cas de non-respect. Ça fait partie du rôle de parent. Mais il y a aussi un certain contrôle à avoir sur soi-même. Et ça, on ne s'en rend pas toujours compte, en fait. Quand un parent démarre cette démarche de suivre un programme, il sait que je vais lui donner des outils pour gérer le quotidien, mais il n'a pas conscience à quel point ces outils vont aussi être des outils de maîtrise de soi. Parce qu'en réalité, justement, on n'a pas assez conscience du fait que nos croyances, nos pensées, nos propres émotions interfèrent dans le relationnel avec l'enfant et parfois bousillent la relation. En tout cas, nous empêchent de réagir comme on aimerait réagir. Donc, il y a aussi une prise de conscience qui se fait sur ça. Et il y a aussi un travail qui peut se faire sur ça aussi, grâce aux outils que les parents vont acquérir lors de ces programmes. Alors justement, parce que des fois, en tant que parent, un de nos soucis, ce qui nous travaille le plus, c'est de se dire, attends, moi, bon, après un certain âge, j'ai conscience de mes défauts, j'ai conscience de mes challenges, j'ai conscience des difficultés que moi, je rencontre. Comment faire pour ne pas transmettre ça à nos enfants? On veut leur transmettre que le meilleur, on veut leur transmettre que les meilleures valeurs, on veut leur transmettre nos qualités, voilà. Et du coup, voilà, comment faire quand on se rend compte que nous, on est très nerveux, on est impatient, on est impulsif, etc. On se dit, attends, moi, mon enfant, il m'observe. Comme on dit, une des clés du chinour de l'éducation, c'est être un modèle. Comment je fais pour être un modèle quand moi-même, j'arrive pas à patienter, j'arrive pas à ne pas m'énerver, j'arrive pas à me contrôler? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Alors, j'ai envie de dire bienvenue aux parents anxieux. J'ai envie de dire que le cheminement, la remise en question, le travail qu'on fait sur soi ne doit pas non plus nous faire tomber dans la culpabilité, dans la... constamment se dire si mes enfants sont comme ci ou vont être comme ça, c'est à cause de moi. Donc, si je peux te partager vraiment un outil qui est vraiment, vraiment précieux, c'est de prendre conscience que nous sommes tous en cheminement. L'idée, c'est pas moi j'ai fait mon travail, je suis le parent, donc du coup maintenant moi je suis parfait et je dois éduquer mon enfant pour qu'il le devienne aussi. C'est pas du tout cette façon de voir la vie. On est tous en cheminement, ça veut dire moi aussi j'ai mes challenges. Moi aussi j'ai mes difficultés, mes défis, et j'ai mes moments de faiblesse. Et je pense qu'il n'y a rien de plus constructif pour l'enfant et de plus enrichissant pour l'enfant de constater que son parent lui-même, il fait un travail sur lui. Donc, accepter, en fait, je pense qu'on doit accepter plusieurs choses. Accepter qu'on ne contrôle pas tout. Et là on rejoint la croyance en Dieu, de se dire une grande partie des choses ne dépendent pas de nous. C'est-à-dire que tu peux tout donner à ton enfant et il y a des paramètres internes ou externes qui peuvent rentrer en ligne de compte et ça peut ne pas donner ce qu'on attendait. Ou bien l'enfant peut partir avec des difficultés inhérentes à sa famille, à lui-même ou à d'autres et finalement grandir et être très équilibré. Donc, chacun d'entre nous, on a notre part de choses à faire. Donc, pour revenir juste sur ce que je disais au début, c'est accepter que moi aussi, je suis en cheminement et accepter que je fais des erreurs. Et donc, par exemple, si j'ai un petit peu... je me suis mise en colère ou j'ai vraiment réagi comme je n'aurais pas aimé réagir, l'idée n'est pas de se flageller, ni l'idée n'est pas de se dire « je suis un parent nul, si je montre un mauvais modèle à mon enfant, forcément, il va grandir en étant tordu, ce serait de ma faute. » C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire « je suis pas parfait, et là, j'ai un peu craqué, j'ai pas trop aimé comment j'ai réagi, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. » Tout simplement. C'est-à-dire que c'est vraiment... On peut le dire à voix haute à soi-même, on peut le dire aussi à son enfant, oui. C'est vraiment moi, je dis dans l'éducation, c'est toujours une ligne fine entre deux opposés. Donc, c'est la ligne fine entre la remise en question et la culpabilité. Et ça, c'est une notion qu'on retrouve aussi en Chassidoute. Là, je fais beaucoup de liens à ce niveau-là avec mes cours de pensée juive et mes cours d'éducation. C'est-à-dire qu'une personne qui se culpabilise, qui se dit « oh, je suis fautif, c'est à cause de moi, et puis de toute façon, mes enfants, ils seront comme ça parce que j'ai une mauvaise mère. Hein. » Ça, on dit comme ça dans Chassidoute, c'est le mauvais penchant. Ouais, exact. Par contre, la remise en question, c'est se dire
Tiens, pourquoi j'ai réagi comme ça? J'étais un peu excessive. Quelle était cette émotion? Qu'est-ce que cette émotion voulait me dire? Ça me ramène à ci, ça me ramène à ça, ouais. Je pense qu'il faudra vraiment que je travaille ce point-là et pour que la prochaine fois, je réagisse mieux. Là, on est dans la remise en question et ça doit se faire par une réflexion qui vient du premier étage du cerveau. Autant parler un petit peu de ces 2 étages du cerveau. J'ai ramené des petits visuels pour ceux à qui ça parlera. Donc moi, j'utilise beaucoup ces petits visuels avec les parents. Donc un cerveau qui n'a pas en réalité ces couleurs-là, bien sûr, mais qu'on sépare en 3 couleurs. Donc on a toute la partie rationnelle et raison qui est au-dessus du cerveau. Et on a toute la partie extrêmement instinctive et qui est beaucoup axée sur la survie, qui est la partie basse du cerveau. Et en réalité, quand vous êtes dans la culpabilité, on peut dire que le cerveau rationnel et intelligent, il s'est déconnecté et que vous êtes bloqué sur le cerveau survie qui vous dit « Oh là là, c'est catastrophique, comment on va faire? Mes enfants vont être comme ci, et ce sera de ma faute. » Et puis quand on est dans le cerveau raison, on n'est pas sur ça. On est sur « Bon, il y a un problème. Il faudrait peut-être qu'on trouve une solution. » Réfléchissons, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois? Donc c'est vraiment 2 postures qui se ressemblent mais qui n'ont rien en commun. Mais en réalité, ce qui est entre les deux, c'est très fin, quoi. C'est très fin. C'est une ligne très très fine. C'est une ligne très fine qui bascule entre. Ça veut dire que entre la raison de prendre le côté, on va dire raisonnable, de se dire bon, je vais réfléchir à ce que j'ai fait, comment faire, etc. Et la culpabilité, on peut basculer dans l'un ou dans l'autre très très rapidement. En sachant que la culpabilité vient de la croyance que je suis censée être parfait. Alors que la remise en question vient de la croyance qui dit je fais des erreurs. Je suis censée me travailler. Et je vais travailler avancer, pour faire mieux, mais je ne serai jamais parfait. Donc en fait, c'est 2 mondes opposés. Mais ça se ressemble. Mais ce qui se ressemble n'est pas toujours semblable. C'est comme la bienveillance et le laxisme. Ça se ressemble, mais ce n'est absolument pas la même chose. C'est comme le cadre et l'autorité, soumission et écrasement, qui se ressemblent, mais qui ne sont pas, la même chose. On les appelle autorité et autoritarisme. C'est quasiment le même mot, mais c'est pas la même chose. Ouais. Donc toi, tu dis quand on est un parent et que voilà, on sait qu'on a parfois des tendances à se mettre en colère ou à être impatient ou à être trop perfectionniste, trop dur, etc. Bah, finalement, quand l'enfant va voir que même si on a nos défauts, bah, on est en travail constant, lui, ce qu'il va retenir, c'est pas l'impatience et le fait de se mettre en colère, mais de se dire, bah, quoi qu'il arrive, on peut toujours se travailler et faire mieux. Et c'est ça le message. Oui, ce qui va marquer l'enfant, en fait, c'est pas un conflit qui émerge, qui va créer une crise. Il y a tout le temps, il y a des crises dans les familles. On ne peut pas l'ignorer. Une famille qui n'a pas de crise, c'est une famille que je ne connais pas. On grandit avec ces crises. Ces crises sont des occasions de remettre à plat les choses, de souvent renforcer le lien. Chaque conflit est l'occasion de renforcer les liens, n'oublions pas. Parce que ça met à plat certaines choses. Et je pense que la plupart des parents qui nous écouteront vont peut-être se rappeler de certaines crises qu'ils ont vécues dans leur famille et qui vont se dire, mais finalement, si on n'avait pas eu ces crises-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines crises qui peuvent parfois briser des couples ou des familles. Mais je pense que toutes les familles très soudées, elles ont vécu aussi des crises qui les ont renforcées. C'est vraiment le fait de se dire que le conflit, c'est pas le drame. Après, encore un point extrêmement important, c'est de bien prendre conscience que ce qui va marquer l'enfant, c'est ce qui est répétitif. Il ne s'agit pas de ne jamais se mettre en colère ou de ne jamais déborder dans nos paroles. Il s'agit de ne pas mettre en place un système régulier dans lequel l'enfant aurait une place, par exemple, dans laquelle il est humilié ou il n'aurait pas le droit d'avoir une émotion. Voilà, il ne faut jamais tomber dans les extrêmes. Ce n'est pas parce que je suis bienveillante, donc j'accueille les émotions, que si une fois je n'ai pas accueilli l'émotion, la catastrophe. Il ne s'agit pas de ça. Oui, c'est le système c'est vraiment ce qui est mis en place de façon régulière qui va avoir un impact. Et quand une fois on est pressé, qu'on a eu un mot de plus ou un mot de moins et qu'on a été un peu impatient ou qu'on a dit regarde, j'ai pas le temps pour tes pleurs maintenant, viens avec moi ou des choses comme ça. Si l'enfant, de façon générale, il a enregistré comme quoi il est accueilli, c'est pas ça qui va être dramatique. Donc c'est vraiment pas du tout une question de devenir un parent parfait. C'est pas du tout ça l'histoire. L'histoire, c'est de prendre conscience du schéma, du système qui est mis en place dans nos familles, des conséquences que ça peut avoir, quel type de communication on met en place actuellement
les conséquences, souvent que ça ne fonctionne pas, parce que la première conséquence, ce n'est pas dans 20 ans, c'est tout de suite dans l'immédiat, c'est que ça ne fonctionne pas. Tu peux nous donner un exemple de conséquences ? De conséquences par rapport au cadre ou de conséquences par rapport au système qui est mis en place? Je n'ai pas compris. Par exemple, dans le cadre, quand on met un cadre, tu dis il faut mettre une conséquence. Ah, d'accord. Donc ce type de conséquence, oui. Donc la conséquence, en fait, va renforcer le cadre et va protéger le cadre qui va être respecté. L'exemple assez classique, c'est les écrans. Les écrans, c'est aujourd'hui une des grandes problématiques des familles. Donc, le parent est responsable, c'est lui qui donne un écran à son enfant. Il est responsable du fait qu'il y ait des temps d'écran respectés et des moments respectés. C'est-à-dire qu'il y a des moments permis et des moments interdits. Donc, chaque parent, moi, je ne dis pas aux parents quel cadre mettre en place. C'est les parents qui posent leur cadre et d'une famille à l'autre, le cadre ne sera pas le même, évidemment. Maintenant, supposons qu'on donne des règles, mais on ne met pas de conséquences. Et que les règles ne sont pas respectées. Et qu'est-ce qui se passe ? Elles continueront à ne pas être respectées. Donc, à un moment donné, la conséquence, elle doit toujours être liée à la règle qu'elle veut protéger. Donc, si le temps d'écran n'est pas respecté, eh bien, ce sera soustrait du prochain temps d'écran, voire pas de temps d'écran sur la fois suivante. Mais l'idée, c'est pas d'arracher la tablette et de dire « puisque tu n'obéis pas, c'est terminé ». Puisque là, on n'est pas dans l'apprentissage. La conséquence, elle a un rôle d'apprentissage et surtout de responsabilisation. Et c'est là que la responsabilisation vient se mettre en opposition à la soumission. Parce que la responsabilisation, c'est l'enfant qui se dit j'ai des droits et des devoirs. Et si je ne respecte pas mes devoirs, il y a des droits que je vais perdre. Et il y a des conséquences à mes actes. Donc, on est vraiment dans de l'éducation et non pas juste dans « fais ce que je te dis ». Donc, il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans ces règles et dans cette conséquence. Donc, moi, j'ai donné ici un exemple d'écran, mais vous pouvez la retrouver, par exemple, avec des tout-petits, un enfant qui a sali, on lui demande de nettoyer, mais bien sûr, ça va pas être... ça va être en fonction de son âge. Si c'est un enfant de 6 mois, il n'y a pas de question que c'est le parent qui va nettoyer. Mais si on a un enfant de 3 ans qui est capable de comprendre et qui a colorié sur la table, lui donner une petite lingette et lui demander de nettoyer, puis de bien lui expliquer que le dessin se fait sur les cahiers. Et si de nouveau ça se fait sur la table, je retirerai les crayons, je retirerai les feutres et à la place, je te donnerai des crayons, par exemple. Là, c'est une conséquence qui est cohérente. Mais ça peut être énormément d'autres sujets. La conséquence n'a pas besoin, en fait, de punir de façon à ce que l'enfant vive mal cette situation. Non, la conséquence n'a pas pour but de se venger. Clair. Voilà. C'est un but de responsabiliser. C'est-à-dire que tes actes ont des conséquences. Mais après, on peut partir sur une conséquence qui est même originale, du style « Ah t'as laissé le cartable à l'école, je vais devoir aller le chercher. Et j'étais en train de remplir le lave-vaisselle, donc regarde s'il te plaît, pendant que je vais chercher ton cartable, termine de remplir le lave-vaisselle parce que... » Tu vois, ce troc de temps-là qu'on a, ça peut être ça aussi. Mais l'idée, c'est que pour l'enfant, cette cohérence, elle soit visible. Parce qu'on peut tout à fait utiliser ce qu'on appelle la punition, c'est-à-dire « Ah, t'as laissé le cartable à l'école, maintenant je dois y aller. Ah, en punition, tu me rempliras le lave-vaisselle. » Là, l'enfant, il a la sensation... presque on se vend en joue, qu'on veut on veut le faire souffrir pour ce qu'il nous a fait souffrir. Et l'idée, c'est pas ça. Puisque... En plus, la finalité, c'est la même. Oui, mais la présentation va faire toute la différence. Incroyable. La conséquence doit être présentée comme une conséquence. Et parfois, ça peut être tout bête. Par exemple, vous avez géré une dispute qui est interminable et maintenant, je suis trop fatiguée pour sortir. Mais l'idée, c'est pas de montrer je vous punis. C'est pas puisque vous êtes disputé, on sortira pas. Parce que là, c'est une façon de dire à l'enfant que... Enfin, les disputes, on en a nous aussi les adultes. C'est pas contre nous la dispute. C'est entre eux. Ils doivent apprendre à s'entendre. Et ça aussi, ça fait partie d'un cheminement et ça fait partie d'un apprentissage. Par contre, un parent peut dire, les enfants, maintenant, je suis épuisée à cette histoire. Elle m'a fatiguée. J'ai besoin de prendre 15 petites minutes. Je me repose. J'ai besoin de silence pendant ces 15 minutes. Et si effectivement j'ai pu me reposer, on sortira après. Donc vraiment, l'idée, c'est que les enfants sentent que leurs actions ont des conséquences sur la maison, sur les parents, sur entre eux, sur les objets, etc. Et quand ils comprennent, ils prennent responsabilité sur ce qui se passe. C'est incroyable parce que, tu vois, c'est vraiment parfois des petits détails, des petites choses qui vraiment permettent de donner toute une autre perspective, toute une autre vision de la chose. Justement, à ce sujet, en tant que parent, comment on peut faire la différence
entre un enfant qui souffre à ce moment-là, qui a besoin d'attention, qui a besoin d'amour, et du coup avec qui il faudra réagir d'une certaine manière, ou un enfant qui est en train de tester les limites et qui a plus besoin d'un cadre et de se sentir contenu. Comment nous repérer en fait cette différence et pour pouvoir réagir justement de la meilleure manière? Alors, est-ce que l'enfant cherche les limites ou est-ce qu'il a besoin d'être rassuré et d'avoir de l'attention? C'est ça la question. Ouais. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. C'est-à-dire qu'un enfant qui vit une difficulté, une souffrance, un manque, ça peut être un manque d'attention, d'affection ou un besoin, il a envie qu'on s'occupe un peu plus de lui, ne va pas forcément le manifester d'une façon agréable. On utilise l'image un petit peu du réservoir d'essence. On appelle ça le réservoir d'affection. Quand une voiture commence à diminuer, il y a quasiment plus d'essence. À un moment donné, elle va commencer à caler. On sent que ça fonctionne plus. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit de lui dire écoute, si tu te mets pas à rouler, je te priverai d'essence. Tout comme une fleur qui pousse pas correctement, on lui dirait jamais si tu pousses pas correctement, je t'arroserai pas. Le problème, c'est que les enfants qui ont un besoin ne vont pas venir voir leurs parents et dire « Tu sais, je suis jaloux de ma sœur, que tu t'occupes beaucoup d'elle et pas beaucoup de moi. J'aimerais vraiment que tu me donnes plus d'attention. » L'enfant ne dira pas ça. Ouais. Hein, l'enfant, il va faire quoi? Il va se mettre on peut utiliser l'expression « se désorganiser ». Et lorsque l'enfant se désorganise, ça devient très agaçant pour le parent qui a encore moins envie de lui donner d'amour. Et quand on prend cette image du réservoir affectif, on se rend compte que l'idée, c'est pas... l'enfant roi, ou je ne sais plus les expressions que tu as utilisées tout à l'heure quand tu as posé la question, mais on peut tout à fait se poser la question du besoin de l'enfant tout en posant un cadre et des règles. C'est-à-dire que ce n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que je peux tout à fait dire que ce comportement ne me convient pas. Par exemple, je ne sais pas, je ne suis pas d'accord qu'on jette les livres. Ouais. Par exemple, l'enfant est jaloux de son petit frère. Il le frappe, d'accord? Supposons une naissance ou quoi, ou peut-être même pas. En tant que parent, on peut tout à fait poser un cadre, poser un interdit de frapper, et en même temps se poser la question, c'est possible que cet enfant, il ait besoin d'un peu plus d'attention, ou qu'il développe une jalousie par rapport à son petit frère, et on va mettre des mots dessus. Donc c'est-à-dire qu'on va faire les deux en même temps. On n'a pas besoin de choisir entre les deux. On peut effectivement répondre aux besoins de l'enfant, en tout cas essayer de mettre des mots dessus. Répondre aux besoins de l'enfant, ça ne veut pas dire que le parent, d'un coup, va arrêter de travailler pour donner une attention H24 à cet enfant. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit déjà de mettre des mots dessus. Des fois, il suffit de dire à un enfant « Je sais, tu as tellement envie que maman, elle s'occupe de toi, que toute la journée, que je sois avec toi. » Je sais pas, un enfant, par exemple, qui a sa petite crise de séparation. « Oh oui, tu aurais tellement voulu que... » On met des mots sur ce que ressent l'enfant. À partir du moment où l'enfant valide, en hochant la tête, en disant « Oui », on a déjà passé une étape super importante. On a mis des mots dessus. On a aidé à extérioriser. Voilà, mettre des mots, c'est déjà énorme. Et ça, c'est vraiment une première étape à laquelle beaucoup de parents se heurtent parce que c'est pas évident. Beaucoup de parents pensent qu'en mettant des mots, c'est une permission. Ouais. Par exemple, c'est difficile pour toi de voir que maman s'occupe beaucoup du bébé et que maintenant, je m'occupe un peu moins de toi parce que je suis très occupée avec le bébé. C'est difficile pour toi de voir ça. Quand on dit ça à un enfant, on ne se rend pas compte, ça a un effet thérapeutique. Mais certains parents ont du mal à le faire parce qu'ils se disent que ça veut dire que le bébé, c'est un problème pour l'enfant. Et en fait, non, je ne veux pas accepter le fait qu'à la naissance ait pu poser problème à mon enfant. Donc, en fait, mettre des mots dessus, ça ne veut pas dire qu'on va, renvoyer le bébé à la clinique. Ou qu'on valide, voilà. Ou qu'on va se débarrasser. C'est vraiment un soulagement pour l'enfant quand on met des mots sur ce qu'il ressent. Et à partir du moment où on a mis des mots dessus, on peut poser des limites en lui disant que, par exemple, soit on pose un interdit, que frapper le bébé est interdit, mais on peut aussi trouver un moment d'exclusivité avec cet enfant, lui disant, tu sais, à tel et tel moment, toi et moi, on va prendre du temps, je vais te raconter une histoire, ou on va sortir faire un peu du shopping, et comme ça, on pourrait être toi et moi tout seul. Donc l'enfant, on ne va pas lui donner ce qu'il veut en quantité, mais on va lui donner en qualité. Et finalement, ça peut apaiser le comportement, ça peut ramener l'enfant vers une nouvelle réorganisation. Et ça passe effectivement d'abord par mettre les mots dessus, et ensuite par négocier une petite solution avec l'enfant. Ou bien ça peut être des fois un code. C'est tout bête, mais dire à l'enfant, quand tu te sens comme ça, tu viens me le dire. Et s'il y a des adultes, comment je fais? Tu sais quoi? Tu viens, tu mets la main dans ma poche.
et je comprendrai que ça veut dire que je ne sais quoi. D'accord ? Ça veut dire que un code que l'enfant il peut avoir, ou ça peut être tu fais un petit cœur comme ça et je saurai que tu as envie de me dire que tu m'aimes très fort. Des petites choses comme ça qui vont aider l'enfant à vivre son émotion et à l'extérioriser en fait. Une fois qu'il l'a extériorisé, qu'on a mis des mots dessus, qu'on lui donne une existence, elle est moins dérangeante. Et du coup, on peut reprendre une vie normale. Magnifique. Tu as dit que tu es une maman de famille nombreuse, donc j'imagine que tu as toutes sortes de caractères, de profils, même parmi tes enfants, et j'imagine que c'est le cas dans toutes les familles. Ça me fait penser à l'histoire d'un homme qui est parti voir le rabbi une fois et qui lui a dit je comprends pas, j'ai éduqué tous mes enfants de la même manière, j'ai tout fait exactement comme j'ai tout fait pareil et je comprends pas, il y en a un il est sorti ça se passe pas comme on a prévu, ça se passe pas comme les autres, c'est sorti complètement différent. Et le rabbi lui a dit justement, la réponse, elle est dans votre question. Vous les avez tous éduqués exactement de la même manière, alors qu'en fait, ils sont différents. Chaque enfant est différent. Alors, justement, de ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais nous apporter pour aider justement les parents à gérer cette différence parmi les enfants ? Comment s'adapter au caractère de l'enfant quand on sait qu'il y a un enfant qui a plus tendance à s'énerver ou à être plus impatient, ou un enfant qui a plus l'habitude de solliciter l'attention, etc. Comment avoir cette gymnastique de pouvoir s'adapter à lui donner à lui chacun ce qu'il a besoin au moment où il en a besoin. Oui. Alors je pense déjà que cette histoire, elle vient nous mettre en garde contre une tendance à la rigidité. C'est-à-dire que si on se dit l'éducation, ça doit être comme ça. Voilà, ça a très bien marché avec mon aîné, ça marche parfaitement avec ma deuxième, mon troisième, ça roule, donc ça doit marcher avec mon quatrième. Et donc, en fait, on va s'acharner pour que cette méthode fonctionne. L'idée, c'est lorsqu'une difficulté apparaît, et on sait que les difficultés apparaîtront, ça n'existe pas une vie sans difficulté. On n'a pas à prendre cette difficulté et à dire « Ah oui, c'est comme le grand, ah oui, c'est comme la deuxième, ah oui, c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'étais petit, ah oui, parce qu'on a fait ça, on va refaire ça. » Chaque difficulté qui émerge, elle est spécifique à cet enfant, à un contexte qui n'est pas le même pour les premiers ou pour les deuxièmes, ou peu importe la place que cet enfant a dans cette famille. Et l'idée, ça serait de regarder cette difficulté avec un regard neuf, je pense. Je pense que c'est ça le message qu'on veut nous donner ici. Et prendre aussi en compte le tempérament des enfants. Pas tout ne marche avec tous les enfants. J'aimerais dire un mot quand même très très important avant que ce soit terminé. Je pense que c'est très important de mentionner cette chose-là. C'est qu'aujourd'hui, il existe toutes sortes de thérapies qui n'existaient pas il y a 50 ans. Et il ne faut pas hésiter à faire appel à ces choses-là. C'est extrêmement enrichissant. La thérapie, ce n'est pas fait pour les fous. C'est fait pour les gens normaux qui veulent améliorer leur vie, comme dirait L'Oréal, parce que je le vaux bien. Et le travail que je propose, moi, aux parents, c'est vraiment du quotidien. C'est pas du travail thérapeutique. Même si certains me disent, j'ai l'impression que ça m'a fait l'effet d'une thérapie, mais c'est pas le but premier. Lorsqu'une difficulté spécifique émerge, il y a déjà la possibilité de consulter son RAV, bien sûr, pour savoir est-ce que la posture que j'ai prise précédemment, c'est la bonne, est-ce que je la maintiens ou est-ce que je la modifie ? Prendre du recul. Donc ce qu'on appelle un mashpia, c'est-à-dire un coach, quelqu'un qui vient nous conseiller. Et ne pas hésiter également à faire appel à des professionnels qui sont formés pour ça, qui ont toutes sortes de thérapies qui permettent de faire sortir l'enfant d'une souffrance, d'une difficulté. Donc ça, c'est vraiment le domaine sur lequel, même si j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée, mais je ne touche pas. Parce qu'il y a des professionnels qui sont là pour ça. Moi, je travaille vraiment sur la communication et le relationnel au quotidien avec l'enfant et tout ce qui va toucher effectivement l'accueil de l'émotion, le cadre, l'estime de soi, mettre en place un système en fait qui soit harmonieux dans la famille. Et si on a l'impression que quelque chose sort un peu du normal, il ne faut pas hésiter. Des fois, prendre un problème à sa racine sera facile à résoudre, alors que si on le laisse, il peut grandir et ne pas forcément s'arranger tout seul. Et ça peut après des problèmes beaucoup plus compliqués à traiter. Voilà, c'est quelque chose d'important à mentionner ici. Quand un enfant vient au monde,
un bébé arrive dans une maison, déjà depuis le moment où la maman le porte durant sa grossesse, voilà, on se projette, on l'imagine, voilà, on imagine un beau bébé en bonne santé, on l'imagine même plus tard grandir, etc. Et quand l'enfant naît, et au fur et à mesure, on découvre que finalement, ça roule pas exactement comme on avait pensé ou imaginé, et il commence à dire non, et il commence à tester les limites, etc., etc. Bien, comment faire pour justement ne pas se laisser déstabiliser à ce moment-là. Nous, on avait un idéal pour cet enfant, on avait projeté quelque chose, et puis on se rend compte que peut-être qu'on n'aura jamais cet idéal, et on est peut-être très loin de cet idéal. Comment vivre avec ça? Comment anticiper justement peut-être cette déception, cette frustration de ne pas avoir l'enfant idéal dont on a rêvé? Comment vivre avec ça? Et peut-être il y a peut-être quelque chose à changer dès le départ dans cette projection qu'on fait, pour ne pas en arriver finalement à cette déception et à être tout le temps derrière l'enfant pour faire de lui ce qu'on a imaginé, ce qu'on a voulu. Est-ce qu'on peut y échapper? Est-ce que ce n'est pas le chemin inhérent à toute famille qui grandit? On grandit avec nos enfants. Il y aura forcément un jour où on se dira, c'est pas ce que j'avais prévu. C'est ça, être parent. On avait des projets, on a pensé que tout était rodé et tout allait sur des roulettes, et d'un coup, bam, c'est pas comme on voulait. Et là, je pense que la seule façon de s'y préparer, vraiment, au début, j'ai voulu répondre qu'il n'y a pas de façon de s'y préparer. C'est une expérience à vivre. Et là, bam, tu te casses un peu les dents, et puis tu te dis que finalement, je ne suis pas un parent parfait. C'est là qu'on découvre que le parent parfait qu'on était n'existe plus. Et l'enfant parfait auquel on avait rêvé aussi, n'existe pas. Mais finalement, je préfère répondre différemment. Parce qu'en fait, la seule façon de s'y préparer, c'est peut-être le travail sur soi qu'on aura fait avant d'avoir des enfants. C'est-à-dire que quand on est dans la réflexion, ça va se jouer même... on est tous des êtres humains en développement. Si je pense que je suis finie, et je suis ce que je suis parfait, et maintenant avec ma perfection, je vais attaquer la parentalité, je pense qu'on va sûrement avaler quelques couleuvres. Si on a toujours eu une posture de se dire « je suis encore en construction, mais en tout cas, je suis encore en évolution ». Quand on est toujours en évolution, on reste ouvert à de nouvelles idées, parfois à la remise en question. Puis dans les situations conflictuelles qu'on va vivre avec nos amis ou avec notre conjoint, quelle est ma posture? Est-ce que ma posture, elle est de me dire « Ah, qu'est-ce qu'ils sont lourds les gens autour de moi, ils sont fatigants, qu'est-ce qu'ils sont stupides, ils écoutent jamais rien ?» Ou est-ce qu'on va se dire « Quand il y a un conflit, il y a toujours deux, il y a sûrement ma part ». Tu vois, cette remise en question qu'on est capable d'avoir, de se dire quelle est ma part de responsabilité dans n'importe quelle situation, n'importe quel conflit, je pense que c'est un enrichissement qui nous prépare aussi à la parentalité. Mais ce cheminement, effectivement, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on vivra un jour. Et on pensera tous, avant de le vivre, que non, chez nous, ce sera pas comme chez les autres. Ouais. C'est un peu comme Shalom Bayit. Avant le mariage, t'imagines que toi, tu vas jamais disputer, mais pas du tout. Mais nous, on va gérer nos histoires complètement différemment. Quand tu vois des couples qui te disent tu dis mais non, pas nous. Nous, on est des gens bien, nous. Nous, non, ça va bien se passer. Il y a pas de raison. Regarde comment on s'entend bien. Et en fait, un jour, on se rend compte que voilà, il y a deux égos, l'un face à l'autre, et que chacun doit mener une petite réflexion et se dire est-ce que c'est ma seule vision qui existe? Est-ce que ma vision doit être celle qui domine? Est-ce que je suis capable de donner de la place à la vision de l'autre, alors que je ne suis pas d'accord avec? Mais est-ce que je suis quand même capable de la valoriser, d'en parler, de la nommer, de la faire exister? C'est une richesse. De laisser la place à l'autre, ça commence dans le cadre du mariage et ça continue avec les enfants. Voilà. Si on sait le faire dans sa vie en général, et si on sait le faire dans son Shalom Bayit, donc dans l'entente du couple, on aura plus de facilité à le faire avec l'enfant. Avant de conclure, tu veux peut-être nous partager une difficulté que tu rencontres dans ton travail? J'ai une volonté vraiment très très profonde, c'est de former les enseignants. Effectivement, j'ai formé dans plusieurs écoles sur cette posture d'autorité bienveillante, et c'est toujours extrêmement enrichissant. Les enseignants sont toujours extrêmement ravis des clés que je leur apporte.
Mais j'ai effectivement une grosse frustration, c'est que les écoles ont peu de place, peu de temps, et qu'en général, ces formations, on ne les termine pas. Et donc, je sais que j'avais d'autres clés à leur apporter, mais qu'on n'a pas eu l'opportunité de le faire. J'ai mis en place, du coup, pour résoudre cette difficulté, une formation qui sera externe et dont vous entendrez bientôt parler puisqu'elle est embryonnaire, elle est en train de se mettre en place. Voilà. Peut-être une ou deux phrases à bannir en tant que parent. Alors, des phrases à bannir, je pense que tout ce qui est attaque personnelle, tout ce qui est critique, alors on fait beaucoup la différence entre la critique constructive et la critique qui attaque la personne. Ça, c'est que ce soit en tant que parent ou en tant que couple, tout ce qui est humiliation, tout ce qui est attaque personnelle. Et j'aimerais conclure vraiment sur une valeur qui me tient vraiment, vraiment à cœur. C'est prendre conscience que dans notre vie de couple ou dans notre vie de parent, l'essentiel est toujours la relation. Voilà, c'est vraiment... C'est le focus pour toi. Oui. La relation reste toujours beaucoup plus importante que le but qu'on cherche à atteindre. Et que si pour atteindre un certain but, vous avez bousillé la relation... Tout perdu. Non. Le cheminement, voilà, ça c'est une phrase que j'utilise aussi, le cheminement par lequel vous atteignez un but est aussi important que le but lui-même. Donc si, pour que votre enfant fasse ceci, vous avez besoin de massacrer son ego, non, le chemin n'est pas bon. Il faut utiliser d'autres moyens. Le but est peut-être important, mais le moyen d'y arriver est tout aussi important. Et vraiment, l'essentiel reste la relation. Magnifique, au moins ça permet d'avoir les choses claires et de partir avec le point essentiel, comme tu dis, c'est la relation. Voilà, ça fait partie peut-être des concessions qu'on doit faire quand on... Voilà, dans une relation, des fois on va obtenir quelque chose, mais finalement, il faudra est-ce que je dois choisir entre ce que je veux obtenir ou la relation, mais pardonne-moi de te reprendre sur un mot. Je remplacerai le mot concession par le mot richesse. C'est une richesse. Ouais, exact. Qui n'a pas de prix. En tout cas, merci beaucoup Rivka pour ce moment. Merci de nous avoir partagé ton expérience, ton savoir, tes connaissances. C'était un plaisir. Avec plaisir. Et j'espère qu'on aura l'occasion. Merci à toi de m'avoir reçu. Avec plaisir.